Es-tu prêt, Damien? Es-tu là? Je sais que tu es là, parce que je viens de t'avoir au téléphone. Non? Oui? Il faut que je meuble? Ouais, ouais, non, je suis là, c'est bon. Non, tu es là, c'est bon. Il faut juste que je lance le fichier comme il faut. Hop, tac, et tac. Là, juste, est-ce que tu me confirmes que tu vois un écran blanc? Là, il y a un écran blanc, oui. Ok, Je pense que tout le monde peut te le confirmer. c'est Voilà. parfait, top. Bon. Eh bien, bonsoir à tous. On va prendre un temps, un petit temps pour parler des préférences motrices au football. L'idée d'un petit groupe, c'est de pouvoir aussi beaucoup répondre aux questions, échanger après. La présentation ne va pas être forcément très longue. Euh, j'ai cherché un sujet. Je me suis dit que dans l'actualité, bon, Liverpool a été sacré champion hier. Ça pouvait être une bonne idée de sujet de parler de Première Ligue. Parce que, bon, bien sûr, il y a cet exploit de Liverpool. Mais la Première Ligue, si on regarde les matchs de cette semaine, c'est aussi ça. C'est aussi cette action de David Luiz qui se trouve complètement et qui fait concéder un but. Il y a cette faute grossière juste quelques minutes après qui amène le carton rouge et le deuxième but. Il y a aussi cette action de Simons qui est complètement folle, où on a l'impression que tout est sous contrôle et en fait, il se déchire complètement et comment dire, il fait concéder un but à son équipe. Alors, bien sûr, on se dit, le confinement n'a rien arrangé. 3 mois sans activité, les joueurs perdent leur repère et je pense que c'est vrai. Quand on reste longtemps sans pratiquer, il y a des effets. Il suffit de voir le nombre de grosses erreurs qu'il y a eu depuis la reprise par rapport à avant. Il est certain que le confinement y joue. Mais je pense que ce n'est pas le seul critère. Et donc, j'ai voulu aussi montrer des vidéos d'avant, cette fois plus sur des joueurs offensifs, où là aussi, il y a voilà, quelques actions qui, qui sont pour moi de grosses erreurs. Donc, bien sûr, l'hypothèse d'un problème technique, je pense qu'on peut vite la balayer, quoi. Il s'agit des meilleurs joueurs du monde, Salah, Agüero, Pogba, c'est du top niveau, Rashford, Sterling. Donc l'histoire un petit peu de la technique, on va un peu on va clairement l'écarter. Après, on peut se dire que c'est un manque de chance. Il y a sûrement de ça. Maintenant, l'idée, c'est de démontrer qu'il n'y a pas forcément que la chance et qu'en fait, ces gros ratés, ils ne sont pas forcément dus au hasard. Voilà. Donc ça, c'était ma petite introduction. Bien sûr, bon, je pense qu'on se connaît quasiment tous. Enfin, moi, je vois quand dans les noms que je vois, je vous connais quasiment tous et je pense que vous me connaissez aussi. Donc, je suis Damien de la Santa, je suis entraîneur de foot. Ça, c'est important pour la manière dont je veux quand même parler du sujet parce que j'essaye vraiment de traiter ce sujet sous l'angle du football et sous un œil d'entraîneur de foot et de mettre les préférences motrices au service du foot et de ne pas mettre les préférences motrices au centre. On va en parler un petit peu après, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc, tout le travail a été fait vraiment dans un angle foot, en plaçant le foot en premier. La première question que je souhaite poser pour essayer de faire avancer et d'introduire un peu le concept des préférences, c'est de demander comment sont créées les techniques. Toutes les techniques. Alors bien sûr, les techniques pour les joueurs, comment frapper le ballon, comment passer, comment dribbler pour les gardiens de but, comment plonger. Mais on peut aller aussi plus loin pour les préparateurs athlétiques, par exemple. Comment sont définies les techniques qui sont les plus efficaces pour poser les appuis dans les échelles de rythme, pour prendre une barre, pour bien pousser efficacement, pour respirer, pour tout ce qui va être musculation, développement de la vitesse, les bonnes techniques de course. Enfin, voilà, tous les critères techniques également pour aussi comment dire, les coachs, pour les meilleures techniques de management, de communication. Enfin, voilà, l'idée, c'est de se demander comment toutes les techniques, c'est-à-dire les manières de faire des habiletés ou des choses spécifiques sont créées. Et la réponse est toujours la même. On regarde d'ailleurs que ce soit au football ou ailleurs, c'est toujours la même. C'est-à-dire que la première chose, ça va être d'identifier les meilleurs joueurs.
Donc, on va chercher qui est le meilleur dans le domaine, qui est le meilleur dribbleur, qui est le meilleur gardien dans les airs, qui a le meilleur jeu au pied, qui va le plus vite, qui saute le plus haut. Et une fois qu'on a cette identification-là, en fait, on va imiter leur technique. C'est-à-dire on va imiter ces joueurs, on va essayer d'identifier, de relever quels sont les critères de réalisation qui font qu'ils réussissent. Et enfin, le modèle traditionnel d'enseignement, ben, c'est de prendre ces critères de réalisation et de les appliquer, de les faire appliquer à tous les joueurs. Donc, c'est un modèle qui est en vigueur depuis longtemps. Simplement, cette approche, cette manière de faire, je pense qu'elle est bonne, elle a eu des résultats. Mais par contre, il y a une limite, c'est que fonctionner comme ça, c'est considérer que tous les joueurs sont construits de la même manière. Et le job un peu avec les préférences motrices, c'est montrer que ce n'est pas vraiment le cas et qu'en fait, chaque joueur est construit différemment. Voilà. Alors, bon, pour ceux qui connaissent déjà l'approche, ce passage-là, le passage qui va venir va être bien sûr plus simple, enfin un peu redondant peut-être pour vous, mais d'un autre côté, c'est peut-être, vous allez pouvoir vous attarder peut-être sur certaines subtilités. Au mois de décembre, j'ai vu ce match Liverpool contre Leicester et un but magnifique d'Alexander-Arnold. Et surtout, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est cette célébration. Il a copié Kylian Mbappé, où il a voulu lui rendre un hommage. Bon, en fait, la réalité, c'est qu'il a voulu faire comme dans le jeu vidéo FIFA, où c'est la célébration qui lui était attribuée. Toujours est-il que quand on regarde de plus près, ben, on voit clairement la ressemblance avec la même célébration. En plus, ces deux jeunes hommes qui se ressemblent, qui ont à peu près le même âge, qui sont bourrés de talent tous les deux. Ben, maintenant, si on regarde vraiment de plus près ce qui se passe, en fait, ils font la même célébration, mais ils ne font pas la même chose. Alexander-Arnold, il a placé son bras gauche le long du ventre, alors que Kylian Mbappé, c'est son bras droit. C'est-à-dire qu'ils ont la même intention, croiser les bras pour célébrer un but, mais la manière de l'exécuter est totalement différente. Et ça, c'est une préférence. C'est la notion de préférence motrice. C'est-à-dire que pour une même intention, il va y avoir plusieurs expressions motrices. D'accord ? C'est essentiel. J'attire votre attention sur le fait que, et d'ailleurs vous pouvez le faire, donc si vous croisez les bras, vous avez forcément un sens sur lequel vous êtes le plus à l'aise, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez l'autre sens. Donc croisez les bras quelques instants dans le sens qui n'est pas votre sens favori, votre sens préférentiel. Voilà. Et là, on se rend compte que eh bien, ça demande un petit peu de réflexion, un petit peu de concentration, mais avec persistance et si on insiste, on y arrive. D'accord? Ça, c'est important. Et moi qui fais ça tous les jours et qui m'entraîne tous les jours, j'y arrive parfaitement des deux côtés. Donc, il faut bien comprendre que les préférences motrices, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'un joueur, il va être capable de tout faire. Et surtout, s'il s'entraîne, il va être capable de faire même l'inverse de ce qui est naturel pour lui. Par contre, maintenant, si on fait un concours entre nous tous, on n'est pas beaucoup, on pourrait presque le faire pour de vrai, et qu'on se dit, bon ben voilà, maintenant, celui qui croise le plus vite les bras, il a gagné. Eh bien, je suis certain que vous allez tous croiser les bras du côté de votre préférence. Et c'est là l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire qu'au football de haut niveau, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc au football de haut niveau, on va chercher des choses qui vont aller vite, qui vont demander pas d'effort, de réflexion, parce qu'un joueur de foot, quand il réfléchit, il joue plus au foot. Donc un joueur, quelque chose qui ne demande pas de réflexion, qui est spontané, qui va vite, qui est efficace, sur lequel on peut compter. Et donc, on va avoir cette notion de préférence. Alors, bien sûr, croiser les bras, ça ne sert pas à grand-chose au football, à part si on veut célébrer un but. Mais je prends vraiment ce concept parce que ça me paraît essentiel. Il y a des points clés, quoi. De dire que c'est plus rapide, plus fiable, ça demande moins de concentration, moins d'énergie, mais que malgré tout, on peut faire l'autre côté et que des joueurs peuvent faire autre chose que ce qui est bon pour eux. Ça me paraît être un point vraiment essentiel par rapport à la thématique des préférences motrices. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent traiter ce sujet-là et en fait, on ne parlerait pas de préférence motrice, mais on parlerait d'exclusivité motrice. Et je pense que c'est un peu hors sujet. Les joueurs peuvent vraiment tout faire, d'autant que, et ce n'est pas le propos de ce soir, mais chez Axel, on préfère parler de dynamique motrice plus que de préférence motrice, et on pourra peut-être échanger sur ce thème-là tout à l'heure. Après, pour ceux qui n'avaient pas vu que c'était différent, ce n'est pas grave, je vous rassure, parce que même EA Sport, il n'arrive pas à voir.
C'est-à-dire que c'est le jeu soi-disant le plus réaliste et chaque année, ils essayent d'être le plus réaliste possible, mais quelque chose d'aussi gros et flagrant que ça, ils ne l'ont pas vu. Donc, rassurez-vous, on peut analyser des joueurs avec un budget de plusieurs milliards d'euros et pas voir ce genre de détails. Voilà, petite parenthèse. Alors, des préférences motrices, il y en a plein. Il y en a beaucoup, mais elles ne servent pas toutes au football. D'accord? Donc, l'idée, c'est pour nous, avec l'équipe d'Axel, c'était d'identifier celles qui, principalement, pouvaient avoir un lien avec le football et impacter directement la pratique. Donc, si on prend un joueur, moi, j'ai distingué 5 préférences qui ont à voir avec la perception. D'accord? 5. Donc, qui vont permettre aux joueurs de mieux percevoir et donc, on verra après, de mieux agir. Il y a aussi des préférences qui vont avoir à faire par rapport à l'équilibre. Alors, l'équilibre statique ou l'équilibre dynamique. Mais, parce que l'équilibre, en fait, n'est pas vraiment un équilibre, c'est plutôt une gestion d'un déséquilibre. On devrait parler de ça plutôt que de parler d'équilibre. Toujours est-il que cette notion d'équilibre, elle est aussi attrait à quelques préférences motrices. Il y a des préférences qui ont à voir avec la coordination et le rythme, c'est-à-dire la fluidité et la finesse de certains mouvements. D'autres préférences motrices qui ont à voir plutôt avec les chaînes musculaires et les mouvements les plus simples ou les plus efficaces à faire, donc là qui sont utiles pour adapter l'entraînement, notamment athlétique, mais aussi parfois certains skills défensifs. Donc, et d'autres préférences, mais voilà, toujours est-il que nous, on a dénombré 12 et on travaille avec ces 12 préférences. Alors, c'est toujours très abstrait ce que je dis. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus concret et de vous parler de ces 5 joueurs. Ces 5 joueurs, ce sont 5 joueurs qui ont un point commun, c'est qu'ils ont tous marqué un magnifique coup franc cette saison en première ligue, en championnat. Et en fait, si on réfléchit sur le sujet, on va sur YouTube, on va toujours trouver des vidéos, frapper les coups francs comme Cristiano Ronaldo, frapper les coups francs comme Messi, et en réalité, vous allez voir que le seul point commun qu'ont ces joueurs, c'est le résultat. Parce que dans la manière de faire, il y a énormément de singularités. Donc moi, j'ai montré 4 ou 5 critères. En réalité, il y en a quasiment le double, mais pour essayer juste d'illustrer certaines différences. D'accord? Et introduire par là la limite des critères de réalisation. Premièrement, c'est sur l'orientation du corps. Alors, des joueurs comme Wilson, quand ils vont frapper le ballon, ils vont avoir le buste en direction de la tribune. C'est-à-dire que le ballon va partir à 90 degrés par rapport à leur orientation de corps. C'est le cas de Messi, c'est le cas de Juninho. D'accord? Et il y a des joueurs comme Aubameyang, comme du style de Ronaldo, qui eux, quand ils frappent, les épaules vont être orientées en direction de la cible. Un autre point peut être la manière de s'équilibrer. Certains joueurs comme Wilson vont s'équilibrer vers l'arrière avec une jambe fléchie, ancrée dans le sol. Là, on peut voir qu'il est comme s'il était assis sur une chaise. Alors qu'il y a d'autres joueurs qui, comme Aubameyang, vont aller plus sur un équilibre avant et vont continuer à avancer après le geste. La jambe d'appui, elle peut être d'une part fléchie et ancrée dans le sol et rester ancrée dans le sol comme Wilson. D'accord? Ou alors elle peut être tendue, partir juste après l'impact avec un mouvement vers l'extérieur du pied, comme vient de le faire Moutinho. Enfin, un autre critère, c'est que certains, comme Maddison, quand ils frappent, leurs jambes ne se croisent pas. Alors que d'autres, comme Cresswell, leur jambe va beaucoup se croiser. C'est très marqué chez lui. Voilà, va beaucoup se croiser quand il va frapper le ballon. La moralité de l'histoire, c'est simplement de se dire que savoir les critères qui sont bons, c'est une chose, mais déjà de savoir qu'il n'y a pas qu'un seul critère, c'est beaucoup de choses. Donc, la chose la plus importante et le message le plus important que j'aurais à passer à ce soir, c'est déjà de se dire qu'il n'y a pas une seule manière de faire, mais plein de manières de faire. C'est vraiment un des points clés et je pense que déjà jusqu'à un certain niveau, on peut naviguer et faire des choses assez puissantes à partir du moment où on ouvre l'esprit un petit peu et qu'on sort des choses qui sont un petit peu toutes faites, voilà, qui sont apprises et récitées et qui ne sont pas forcément appropriées. Donc là, ce dont j'ai parlé sont des préférences qui concernent la manière d'agir du joueur, qui concernent l'action. Toutefois, je vais aujourd'hui essayer de me centrer sur un autre sujet qui va être celui de la perception. Comme j'ai dit tout à l'heure, je distingue 5 préférences au niveau de la perception, mais je voudrais
bon, je vais en développer que deux. L'essentiel, et ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il existe un lien étroit entre la perception et l'action, et que la manière dont le joueur va percevoir va fortement influencer son action, et la manière dont le joueur agit va aussi influencer la manière dont il perçoit et donc dont il va faire la prochaine action. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et il me semble être une erreur de travailler la perception séparée de l'action ou l'action sans prendre en compte la perception. Après, c'est un avis et c'est le mien, hein, ce n'est pas la vérité. Mais il me semble important de garder à l'esprit qu'il y a toujours ce lien étroit entre ces deux notions. Et donc, pour l'illustrer, un de ces critères, c'est mon critère préféré parce que je pense que c'est celui qui, dans le foot, est le plus important. C'est le critère qu'on appelle, pour ceux qui sont un peu initiés aux préférences motrices Action Type, les joueurs verticaux et les joueurs horizontaux. Alors, je vais déjà avancer. Pour moi, ce critère est celui qui a le plus d'impact au football. Parce que là, je vais vous en montrer 3 minutes d'image, mais on pourrait faire 3 heures dessus qu'on n'aurait pas fini de traiter le sujet, à quel point ce critère est important à tous les postes et pour quasiment tous les types d'actions. Alors, on va reprendre les vidéos des attaquants du départ que j'avais mis en introduction pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Et donc, on va analyser ces joueurs d'abord quand ils sont en réussite. Il faut savoir que d'une part, il y a des joueurs qu'on va qualifier d'horizontaux comme Kun Agüero. Ce sont des joueurs qui, durant la phase de perception, c'est-à-dire avant d'avoir le ballon, au moment où ils vont lire la trajectoire et calculer, vont s'orienter en direction du ballon. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout face au but. Il va orienter son corps face au ballon. Et il va pouvoir ainsi s'organiser. On voit bien que sa gestuelle est fluide, que sa coordination est facile. On se dit même que c'est facile quand on regarde. C'est le cas de Dele Alli, un ballon qui lui fonce 3 dessus. C'est facile pour lui de s'organiser. Deuxième action du même type. Voilà, il y a un angle important entre l'orientation du corps et le but, mais ça ne lui pose pas de problème. C'est très facile pour lui de s'adapter. Ce geste-là qu'il vient de faire n'est pas évident. Raheem Sterling, orienté face au ballon, très facile pour lui de faire un geste fin. Voilà. À chaque fois, il va s'orienter naturellement face au ballon et ça va être facile. Sauf que quand ils ne le font pas, on peut avoir ce genre d'action. Et je dis bien, on peut avoir ce genre d'action. C'est-à-dire que là, il y a un angle entre l'orientation du corps d'Agüero et la trajectoire du ballon. Et là, idem pour Pogba. Et là, on se rend compte que dans les 5,50, il y a de gros ratés. Et que le point commun entre tous les gros ratés que j'ai montrés tout à l'heure, c'est ce critère-là. Voilà, là on voit bien l'angle entre l'orientation du corps et… Voilà, Raheem Sterling, le ballon lui passe devant. C'est voilà, dans les 5,50, difficile pour lui de s'organiser. À l'inverse, il y a des joueurs pour qui c'est le mode de fonctionnement normal. Si on prend Mo Salah par exemple, l'orientation du corps, quand il y a un angle entre l'orientation du corps et la trajectoire du ballon, c'est ce qui lui convient. Ce match-là, ça va à une vitesse, j'ai eu la chance d'assister à ce match, la vitesse de l'action, elle est exceptionnelle. C'est-à-dire que dans des petits espaces, il peut s'organiser, se coordonner, être efficace. Voilà. Et là, pour Martial, c'est pareil, avec un angle, la coordination est facile. Le ballon vient de côté, sans changer son orientation de corps, il peut réaliser un geste fin. Et c'est la même chose ici. Voilà. Il n'a besoin de rien changer à sa course et il peut facilement s'organiser et s'exprimer au niveau moteur. Rashford est dans cette catégorie de joueurs aussi. C'est pour ça que j'ai mis cette action où il peut facilement enchaîner une prise de balle vers le but avec un ballon qui vient de côté. Et bien, si on retrouve Rashford qui s'oriente face au ballon, comme le faisait Raheem Sterling tout à l'heure, bah lui se trouve en difficulté. Et il loupe ce qu'on appelle un immanquable. Il est dans les 5,50, il n'est pas tout à fait dans les 5,50, mais il n'en est pas loin. Et il loupe cette action. Et si on prend Mohamed Salah, c'est la même chose. Le ballon lui vient droit dessus, il est dans les 5,50, il ne cadre pas. Voilà. Alors, j'insiste sur un point fondamental. Fondamental. Ce n'est pas parce que le joueur n'est pas dans sa préférence qu'il va rater. Un joueur, il peut réussir même en n'étant pas dans sa préférence. Comme chacun d'entre vous peut écrire de sa main gauche s'il est droitier. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand il y a un gros raté, la préférence n'est pas respectée. Et dans 90% des cas, il s'agit de cette préférence-là, horizontale, verticale, à l'origine des gros ratés, notamment offensifs.
Je vais dire 80%. Pas 90, 80%. Et après, il y a quelques autres critères qui peuvent compenser. Voilà. Donc ça, c'était un premier type de perception qui a à voir plutôt avec la structure et la posture du corps. Il y a d'autres types de perception qui ont rapport avec la vision, parce que bon, la perception, c'est un rapport avec les cinq sens. Hein. Là, ça va plutôt avoir avec enfin des cinq sens d'ailleurs. Je vais dire les sens, parce que je ne vais pas dire les cinq sens, parce que moi, j'en compte pas cinq. Et d'autres qui vont avoir avec la vision et la notion d'œil moteur dominante qui est assez célèbre, mais sur laquelle je voudrais insister sur un critère qui a été assez peu relevé jusqu'à présent. Toby Alderweireld, top défenseur de Première Ligue, rugueux, fort au duel, qui a un œil moteur dominant gauche. Virgil van Dijk, grand défenseur de Liverpool, œil dominant moteur droit. D'accord ce critère, il est essentiel dans l'action défensive. Ce que ne savent pas les joueurs, et même des joueurs, moi j'ai pu travailler là-dessus avec des joueurs même de 35 ans qui ont joué sous les ordres de Guardiola et autres, enfin, de très grands joueurs, qui n'avaient pas conscience de ça. Van Dijk, donc œil droit, va se coordonner mieux lorsque l'action est sur sa droite. Le chiffre est important. 12 des 16 fautes qui ont été commises cette saison sur des duels défensifs par Van Dijk ont été réalisées lorsque l'adversaire direct était sur sa gauche. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un micro, du coup, donc voilà. S'il y a quelqu'un qui peut couper, voilà. Et donc, en fait, on se rend compte que 75% des fautes commises dans le duel, l'adversaire était positionné sur sa gauche. Toby Alderweireld, c'est encore pire parce que le chiffre, il est à 80%. 80% des fautes commises ont été du côté de son œil non moteur, donc c'est-à-dire de son œil droit. Donc, dès que l'adversaire vient sur sa droite, il est tout à fait rugueux comme d'habitude, mais on se rend compte qu'il est beaucoup moins fin et que le pied, il peut peut-être se décaler de quelques millimètres et soit arriver à contre-temps, soit toucher une surface de pied qui n'est pas bonne. Et en fait, la différence entre une intervention très fine réussie et une faute comme ici où il ne manque pas grand-chose, il n'y a quasiment rien, sauf que ça se siffle. Parfois aussi, c'est peut-être juste un manque de fluidité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce n'est pas très grave, mais comme ce n'est pas fluide et saccadé, l'arbitre va siffler parce que ça ne lui paraît pas naturel comme mouvement. Et ça lui paraît un mouvement forcé et ça l'incite à siffler. Toujours est-il que les défenseurs ont tous une préférence par rapport au nombre par rapport à la position de l'adversaire. Et forcément, quand ils en ont conscience, les choses sont totalement différentes. Donc, un des travaux à faire, c'est d'accompagner le joueur à prendre conscience, et j'ai bien dit à prendre conscience de cette caractéristique afin de pouvoir optimiser ses interventions défensives. Voilà. Et pendant ce temps-là, il enchaîne les boucheries. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, des fois, économiser un carton jaune ou économiser un coup franc, un penalty, ça peut avoir une très forte importance. Donc, ce sont des petits détails, mais qui ont une forte incidence. Voilà. Donc là, j'ai parlé un peu d'une préférence visuelle. C'est pareil, les préférences visuelles, on pourrait faire une demi-journée sur le sujet. Il y a énormément de choses à dire. C'est qu'une petite partie de l'œil moteur dominant et un seul des critères en lien avec la perception visuelle. Mais c'est pour montrer un impact direct entre une caractéristique de préférence et surtout une relation directe sur le terrain. Voilà. Bien sûr, et je le redis, ce sur quoi on s'appuie pour travailler sur ces analyses, c'est l'approche Action Type. C'est le travail qui a été fait par Bertrand Terola et Ralph Hippolyte, qui sont deux entraîneurs de volley de haut niveau, qui ont mis à notre disposition par rapport à nos actions de formation, puisqu'on est tous certifiés chez Axel Conseil Action Type, qui nous ont permis d'acquérir ces notions de préférence motrice. Ensuite, moi, le travail que j'ai réalisé avec Axel Football, d'abord, ça a été je ne vais pas dire déconstruire parce que ce serait assez incorrect, mais de reconstruire les contenus théoriques qui étaient apportés avec un travail sur le terrain. Donc, ça a représenté à peu près 80 joueurs différents, testés en direct puis en vidéo, à qui on a fait faire tous les gestes techniques possibles et l'imaginaire du foot avec des caméras à la fois à fort niveau de ralenti et puis avec 3 caméras pour filmer 3 angles différents pour essayer justement de vérifier à chaque fois
les liens de cause à profil, je pourrais dire comme ça, ou d'effet à profil, sachant que, et je le dis et j'insiste bien sur cette notion, jamais en ne considérant un seul critère, on peut être efficace, puisque parfois, on peut corriger un critère, mais en corrigeant un critère, mettre un autre critère, on va dire, créer une difficulté à cause d'un autre critère. Donc, c'est important de considérer l'approche humaine comme globale et systémique et de créer des relations et de prendre en compte les relations entre les différentes préférences motrices pour vraiment faire un travail efficace. Après, j'ai utilisé le mot corriger. Et en fait, c'est quelque chose que je ne fais pas quand je travaille avec les joueurs de haut niveau, même d'ailleurs de moins haut niveau d'ailleurs. C'est quand on travaille sur l'acquisition des habiletés motrices, s'il y a une chose sur laquelle la science est à peu près d'accord, c'est qu'il ne faut pas dire aux joueurs ce qu'ils doivent faire. Voilà. On pourra aussi peut-être en rediscuter pendant les échanges. Donc l'idée, ça a été de faire ce travail et ensuite de proposer des produits pour les clubs de foot, les joueurs de foot et les entraîneurs qui peuvent répondre à des problématiques concrètes et surtout qui s'appuient à la fois sur une connaissance et une analyse du contexte foot enrichi par les préférences motrices. Voilà, il y a ici donc le contact si certains veulent échanger par rapport au sujet. Deux informations, bien sûr, le site Axel Sport qui va sortir la semaine prochaine où vous pourrez retrouver aussi des informations et puis une description exactement de ce que l'on fait. Une nouveauté également aussi, c'est une page Instagram Axel Foot qui nous permettra à la fois de partager un peu de contenu de temps en temps, peut-être parfois de l'activité, même si généralement on est en difficulté pour partager un petit peu nos actions dans les clubs, parce que certains aiment être en discrétion. Je crois qu'on a une 12 ou 13aine de clubs en Europe, dont certains qui jouent la Ligue des Champions. Ce qui est certain, c'est que chacun des clubs a un fonctionnement différent et il n'y a pas de clubs avec lesquels on travaille de la même manière. Voilà. Donc, voilà, c'était pour introduire nos échanges. Maintenant, je place aux échanges justement et puis au plaisir de pouvoir répondre soit aux remarques, aux interrogations, aux réflexions, partager, échanger, enfin, voilà, pouvoir prendre le temps de discuter avec vous. Voilà. Alors, je vais juste essayer d'arrêter le partage d'écran. Clac. Voilà. Et Dominique, normalement, tu peux reprendre la main. Oui, ben merci Damien. Je ne sais pas si… Oui, voilà, rien à dire de plus. Tu as bien exprimé ce qu'on faisait chez Axel, déjà Axel Sport, et plus particulièrement dans le football. Voilà, donc je vais laisser plutôt la parole à tous les autres. Je ne sais pas s'il faut… Donc je pense qu'il faut que vous réouvriez votre micro pour pouvoir intervenir et puis échanger avec Damien. Voilà. Le plus dur étant toujours la première question. Qui se lance? Moi, si possible, j'aimerais qu'on revienne juste sur un exemple un peu plus concret sur la verticalité chez l'attaquant. Si j'ai bien compris, au niveau de l'horizontale, il faut être orienté face au ballon, peu importe la cible. Et donc, ce que ça veut dire qu'il faut que pour le vertical, le ballon soit mis dans son espace avant face au but. C'est pour mieux comprendre. Alors, salut Greg. Parce que tu vas bien? Excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Donc, pour répondre à ta question, déjà l'idée c'est de bien comprendre que ce critère horizontal-vertical, il intervient avant que le ballon arrive à l'attaquant. C'est-à-dire que ça intervient au moment où il prend l'information. Et selon les joueurs, ça n'a rien à voir avec les profils, certains joueurs vont prendre l'information plus ou moins tôt, plus ou moins tard. D'ailleurs, je pense que ça a un lien assez direct avec le niveau des joueurs. Même si ça, je ne l'ai pas objectivé, mais je suis persuadé que les top joueurs prennent l'information un tout petit peu plus tôt. Enfin, nous, c'est ce qu'on avait vu même sur un groupe de DH, les meilleurs joueurs sont ceux qui vont gagner. Ça se joue à l'ordre du tiers de seconde et le tiers de seconde. Donc, à ce moment-là, au moment où on identifie la prise d'information, l'idée, c'est que le corps, là, il ne s'agit même plus du regard, il s'agit du corps, soit orienté donc pour le vertical face au ballon. Donc, parfois, ça donne des choses qui sont dos au but.
Mais en étant dans cette D'accord. posture derrière, c'est facile pour lui de s'organiser, de trouver une réponse motrice, de se retourner. Le joueur vertical a cette possibilité-là au niveau moteur. Pour le joueur horizontal, l'idée, c'est de créer un angle. Il faut qu'à tout prix, il y ait un angle. C'est-à-dire que l'horizontal va rejeter cette trajectoire droite. Donc, plus il va y avoir d'angle, mieux c'est. Après, l'angle, s'il fait 40 degrés, c'est bien. S'il fait 90, c'est mieux. Enfin, 80, c'est mieux. Mais peu importe. L'idée, c'est qu'il y ait un angle. Cet angle-là va permettre aux joueurs de s'organiser. Donc, souvent, la chose la plus pratique au foot, quand on parle de finition, c'est d'être orienté face au but quand il s'agit d'un centre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, après, le problème, c'est qu'il faut que tu arrives à t'orienter en fonction du but, mais en fonction aussi de la source. Bien sûr. Donc, quel est le meilleur ratio pour les deux? Par exemple, là, si j'ai bien compris, pour le vertical, en gros, lui, c'est face à lui, face au but. On est bien d'accord à ça? Donc, Le vertical, gros, non, le vertical face au ballon. face au ballon, d'accord. C'est ce que j'ai Comme Agüero était, tu vois, il y a une vidéo, il est complètement face au ballon. Donc ça, c'est parfois pas naturel. Souvent, la consigne qu'on donne souvent aux joueurs, même à la fédération et tout, c'est toujours face au but, de côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle des techniques en France, tous les critères de réalisation qu'on apprend sont ceux calqués sur Zidane. Alors, inconsciemment, hein, on ne sait pas que c'est ça, mais Ouais, bien sûr. tous les critères correspondent exactement à ceux de Zidane, qui était un horizontal. Ok. Qui est toujours d'ailleurs. Oui, ça marche. Je prends des notes. Et pour les gardiens de but, c'est la même chose. Hein, comme les C'est ce que je dis, parce que moi, c'est ma dominante. Un gardien, on doit être face au ballon. Tous les horizontaux seront meilleurs naturellement, tu demandes, les horizontaux sont toujours plus à l'aise sur les centres et les verticaux sur la profondeur. J'ai vu des gardiens de niveau international qui disent ouais, mais moi j'ai du mal sur la profondeur, et c'est des horizontaux alors qu'ils sont au niveau international. J'aimerais bien avoir du mal comme eux, hein, mais ils se trouvent moins performants en tout cas que de l'autre côté. Moins à l'aise, tout simplement. Ouais, exactement. Après, j'ai pas précisé aussi que, attention, ce critère-là, il devient essentiel et important. J'ai envie de dire seulement, comme tous les profils d'ailleurs, hein, quand l'expression, on est à un rapport espace-temps élevé, à une contrainte espace-temps élevée. C'est-à-dire que si un joueur est dans le confort, ça vaut rien. L'analyse, le regard, il vaut rien. Donc, il faut seulement regarder ces critères-là, voilà, seulement quand il y a une prise d'espace. Voilà. C'est important. D'autres questions? Oui, moi j'en ai une. Oui, bonjour. Donc moi je suis préparateur physique dans le football d'élite junior en Suisse. Et puis je me pose pas mal de questions. J'ai fait 2 fois la formation actuelle, donc je connais bien Bertrand. Ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai toujours eu beaucoup de peine à mettre ça en place, en tout cas dans une structure pro. Et je me demandais si vous, que vous l'appliquez vraiment cette approche, en tout cas en physique, en tout cas. On peut prendre un exemple concret comme le terrien aérien. Si je me réfère au livre par exemple de Volodalen où il explique bien des exercices bien concrets. Est-ce que ça se fait par exemple en Ligue 1 des préparateurs physiques qui travaillent vraiment sur les préférences et comment c'est reçu par une structure professionnelle? Parce que des fois il y a quand même des pieds au mur parce que ça bouscule, ça dérange et puis voilà, je me demandais quelle était votre expérience par rapport à ça. Alors, il y a 2 types, il y a 2 réponses. Pour moi, il y a 2 réponses. Il y a ceux qui vont l'afficher et il y a ceux qui vont l'utiliser sans l'afficher. Aujourd'hui, dans le foot de haut niveau, peut-être de parler de choses nouvelles, ça peut être compliqué, mais de parler d'individualisation, c'est très bon. Donc, aujourd'hui, c'est quand même courant et je pense même, en voyant un petit peu la liste des noms dans l'Assemblée, que même certains l'utilisent et le pratiquent à haut niveau dans la préparation athlétique. Maintenant, il y a des clubs aussi, j'ai connaissance au moins 1 ou 2 en tête, au moins en Ligue 2, c'est sûr, qui, ça va être des micro-adaptations. Ça va être aujourd'hui dans le foot de haut niveau, dans le foot pro, les programmes de muscu sont complètement individualisés. Donc déjà, tout le travail à la salle va être orienté par rapport à ça. Tous les critères c'est aussi l'importance qu'on va donner aux critères de réalisation. C'est le travail de vivacité, d'explosivité sur les poses de table. C'est peut-être, des fois, ne pas corriger, c'est déjà faire beaucoup.
ne pas forcer un joueur à faire l'inverse de ce qui est bon pour lui, c'est déjà beaucoup. Donc, il y a ce critère-là. Et puis, bien sûr, après, il y a des clubs, moi j'ai vu des choses assez sympas où, par exemple, parce qu'il s'agit jamais de faire tout l'un ou tout l'autre, mais peut-être d'insister plus sur certains exercices que sur d'autres, y compris des exercices sur le terrain, en fonction plus ou moins déguisée du profil, alors plus ou moins affirmé, mais en tout cas, j'ai vu des belles choses d'individualisation. Donc oui, ça existe. Après, il y a des réathlétisateurs qui l'utilisent. La chose importante que je tiens à dire, nous, on collabore avec, je crois, 12 ou 13 clubs en Europe, donc c'est un chiffre quand même important, dont la plupart en France, hein, en première division pour la plupart et quelques-uns en Ligue 2. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le club, je n'ai pas de connaissance d'un club qui utilise les préférences comme une stratégie transversale à tout. C'est-à-dire qu'il va le mettre pour les gardiens, pour la prépa, pour le management, pour… Mais par contre, on a un coach qui va être intéressé sur l'aspect des préférences cérébrales pour le management. On a 2 ou 3 clubs où c'est que l'entraîneur des gardiens qui veut utiliser ça pour ses gardiens. On en a un, c'est pour l'analyse de l'adversaire. On en a un, c'est pour l'optimisation des coups de pied arrêtés. On en a un, c'est pour, et en fait, pour l'individualisation des joueurs, parce qu'aujourd'hui, il y a notamment pour la post-formation et pour les joueurs, voilà, pour les joueurs, ouais, pour les entraînements en plus, maintenant, c'est aussi une chose importante pour tous les clubs qui sont en modèle trading et qui veulent faire progresser les jeunes joueurs. Ils leur font des séances en plus. Il y a des clubs qui s'appuient là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai eu connaissance que d'un seul club qui avait une démarche transversale et qui l'avait mis sur tous les domaines. Et tous les autres, pour moi, ils l'intègrent avec parcimonie. Et il y en a même, j'ai même un exemple ou deux de clubs où beaucoup de la stratégie, j'ai 2 exemples en tête, où beaucoup de la stratégie, c'est des choses qui sont très importantes et qui amènent beaucoup de buts, et où le coach principal n'est même pas au courant. Voilà. D'accord, merci. Après, sur la PEC, chose qui est très simple. C'est aussi une, c'est aussi une protection, c'est-à-dire que c'est aussi une protection, c'est-à-dire que quand tu arrives et que tu amènes un truc de nouveau et que tu pètes un joueur ou que tu as une contre-performance, bah, tu te mets en danger, quoi. Donc forcément, de toute évidence, il y en a et je comprends parfaitement, il y a plutôt intérêt à ne pas, à ne pas le dire haut et fort et à être bon sur le terrain parce que c'est ce qu'on nous demande en fait. Excuse-moi Greg, non, il n'y a pas de souci. C'était juste. Vas-y, Greg, excuse-moi. Non, c'était juste que sur la PA, le plus simple, c'est sur les régimes de contraction. Je pense que déjà, il y a un grand travail à faire là-dessus qui n'est pas forcément difficile à mettre en place. Pour un terrien, tu vas partir sur du dynamique ou du concentrique explosif, alors que sur un aérien, tu peux partir sur de la plio, avoir des choses un peu plus ciblées. Donc, c'est sans parler de critères ou de grandes modifications. Je pense déjà rien que le régime de contraction peut permettre, enfin, tu me diras si je me trompe, mais d'influer correctement en fonction du profil réalisé, quoi. Des fois, c'est juste, ouais, c'est ça. Ou des fois, juste certains critères. Moi, c'est les squats, c'est la manière de tenir la barre, la manière de respirer sur la barre. Des fois, on va imposer des choses à tout sport. J'ai eu des scènes absolument fantastiques où des fois, le joueur, il n'arrivait pas à faire quelque chose. Et juste en changeant une consigne, qui était juste l'inverse de la théorie, hein, que le préparateur athlétique, il était tout blanc, mais le joueur, il arrivait à faire. Et du coup, bon, ça a amené un débat, quoi. Voilà. Mais en tout cas, il y a des perspectives qui sont énormes. Il y a des perspectives qui sont énormes. Juste 2 secondes, Patrice, sur ce que tu as dit d'une manière générale, et Damien l'a très bien expliqué, ce qui est très important, c'est de ne pas partir de ce que tu as appris, que ce soit avec Bertrand, que ce soit avec Cyril Jeanne, ainsi de suite, pour le mettre sur le terrain. C'est vraiment répondre à la situation du terrain. C'est pour ça que c'est difficile à répondre. Ça dépend de l'athlète que tu as. Et si tu veux que ça rentre dans les clubs dans lesquels tu travailles, c'est en fait répondre, c'est d'apporter des solutions à la situation du moment. L'erreur que font beaucoup de personnes actuellement, mais comme l'a dit Damien, c'est dans tous les sports, c'est de dire voilà, j'ai appris, il y a terrien, aérien ou tout ce qu'on veut, et je vais le mettre sur le terrain. Et ça ne marche pas comme ça ne rentre pas dans ce sens-là. C'est pour ça que, je vois d'une manière générale, chez Axel, on a d'abord des spécialistes comme Damien dans le foot ou d'autres dans d'autres domaines, et ensuite répondre aux problèmes du terrain parce qu'ils connaissent le terrain. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas les compétences que l'on a pu avoir dans toutes les formations qu'on a pu faire qu'on doit mettre sur le terrain. Ça ne marche pas dans ce sens-là, ça marche juste dans l'autre sens. Et c'est ça qui est important. Si tu veux que ça rentre
aller dans ce sens-là, voir le terrain et avec les connaissances que tu as et que tu as apprises, apporter des solutions. C'est ça qui est c'est comme ça qu'on arrive à rentrer, si tu veux, dans ces clubs qui sont assez fermés. Je rebondis dessus sur le fait quand même une expression que j'avais donnée, que Bertrand a répété ensuite, c'est de dire que les préférences en soi, ça sert à rien. C'est-à-dire que les préférences, c'est un outil de plus dans la boîte à outils qui résout des problèmes. Mais si on met ça en premier au centre, on se plante royalement. Il y a des situations. Hier, je ne sais pas si vous avez vu les matchs de Manchester City avec Benjamin Mendy et Gundogan qui se télescope et une grosse erreur et qui amène le premier but. En fait, alors on pourrait chercher des heures et on trouverait sûrement des belles explications en termes de préférence, mais en réalité, c'est qu'il y a eu un petit souci d'organisation tactique et de communication entre ces deux joueurs. Et des fois, le problème, c'est juste ça. Et il ne faut pas chercher à justifier des choses à tout prix. Comme peut-être que dans toutes les actions que j'ai montrées, il y en a une ou deux, on ne sait pas si sa femme l'a pas trompé la veille et qu'il est énervé ou qu'il n'a pas dormi parce que. Et c'est pour ça qu'on en met 10. Parce que dans les 10, comme ça se répète beaucoup, ça peut pas être le hasard. Mais sur une action ou autre, ça peut être le hasard. Donc, c'est vraiment essentiel de prendre un recul par rapport à l'outil qui est surpuissant, pour pouvoir vraiment, des fois, c'est le problème de foot ou d'homme ou de psychologie avant d'être un problème de préférence motrice. Par contre, c'est vraiment un plus d'avoir cet outil-là et au moment où on est en échec et on dit, bah là, c'est pas de chance ou là, bah, ça viendra la prochaine fois et qu'on sait plus trop quoi dire, d'avoir ces outils-là pour aller encore plus loin. Là, c'est là que c'est le top. Et je pense que la vraie place, elle est là. Je pense. Voilà. Après, une fois de plus, c'est un avis perso. Hein. C'est pas une vérité. Hein. C'est qu'un avis perso. Chez Axel, c'est notre philosophie en tout cas. Après, dans tous les sports ou même dans l'entreprise, c'est de répondre aux besoins du coach ou de l'athlète ou du club. Enfin voilà. Et ces outils sont fantastiques pour ça. Quand on fait l'inverse, comme on a tendance à faire au départ, parce que c'est tellement fantastique, bah, des fois on peut se retrouver justement avoir du mal à pénétrer dans le milieu qu'est le foot par exemple ou autre. Voilà, c'est. Y a-t-il d'autres questions? Non? Karim, Sylvain? Moi, une question juste sur l'œil moteur. Concrètement et simplement, comment tu peux identifier qu'un terre a un œil moteur droit ou gauche, à part la vidéo? Est-ce que l'idée, c'est toujours, moi, identifier, entre guillemets, mes gardiens ou mes joueurs, je peux essayer de le faire, mais sur l'adversaire, il faut forcément passer par la vidéo. À moins que tu aies des petites choses comme ça qui te permettent, bon, toi avec l'expertise, j'en doute pas, et des petites choses qui te permettent de déceler tout de suite s'il y a un moteur au droit, quoi. Que nous, ça soit concret, quoi. Que je comprenne bien la question, c'est comment toi, tu veux voir chez l'adversaire, c'est ça? Ouais. Bah, il y a des astuces. Il y a des astuces parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les préférences, comme tout, c'est binaire. Bien sûr. Donc, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Tout à fait. Et en fait, on se rend compte que, je te donne une astuce, mais ceci dit, c'est une astuce importante. Comment je vais te dire? C'est une astuce importante. C'est quand même quelque chose de crucial. C'est-à-dire que naturellement, le joueur, il va se positionner. Si tu prends un défenseur, par exemple, il va se positionner en laissant l'adversaire direct du côté de son œil moteur, naturellement. Avant même de penser à laisser le jeu à l'intérieur ou à l'extérieur, avant même l'aspect tactique, il va naturellement se penser dessus. C'est-à-dire que si tu es attaquant un petit peu informé, éduqué là-dessus, avec 3 mois de travail, hein, nous, avec les joueurs, 3 mois de travail, ils l'ont, tu observes ça au début et tu passes ton match à attaquer de l'autre côté. Et tu n'as même pas besoin, à la limite, de savoir œil gauche, œil droit. C'est-à-dire que tu vas identifier les choses qui, toi, te mettent en difficulté en tant que joueur. Tu vas regarder chez l'adversaire et tu vas appuyer où ça fait mal. Bien sûr. Et des fois, il y a ça. Alors après, il y a d'autres astuces, hein, sur des choses toutes simples, mais le critère le plus simple, en fait, c'est même pas de savoir. À la limite, les joueurs qui sachent même pas que ça peut. Il y a des joueurs, il y a au moins 2 défenseurs en Ligue 1. Enfin, alors sur autre chose, c'est sur le point mobile, mais
Ouais, en fait, ils savent même pas ce que ça s'appelle un point mobile ou un point de coordination. Mais par contre, ils savent l'utiliser. Et ils savent exactement comment gagner un duel grâce à ça. Et un attaquant en Ligue 1 qui a marqué plus de 10 buts cette année, dès qu'il a compris ça, il s'est éclaté. Voilà. Dès qu'il a compris ça, c'est-à-dire qu'il a passé ses matchs, c'était devenu un jeu d'emmerder l'autre. Juste pour ça. C'est une réponse, Greg, qui arrive souvent, une question qui arrive souvent bien sûr. dans tous les domaines, en disant comment reconnaître l'autre. Et en général, la réponse qu'on donne, mais encore une fois, d'une manière générale, ce que disait Damien, c'est pas le problème. C'est où est-ce que tu vois la faiblesse de l'autre, que ça soit l'œil, l'épaule ou ainsi de suite. Bien sûr, moi j'ai pris l'œil parce qu'on en avait parlé pendant le. Et c'est ça. Et c'est toujours la même chose. Résoudre un problème ou voir la faiblesse de l'adversaire. Et à partir de là, bah, si c'est un gardien, s'il est moins bon à droite, bah, il tire à gauche. Enfin, j'en sais rien, je dis rien. C'est juste ça. Voilà. Après, voilà, faut rester très, j'allais dire, simple, basique et très concret par rapport au terrain. Et c'est ça qui est important. Pas tout remettre. C'est la force de Damien, justement, de foot, c'est que justement, il parle foot et il répond foot. Et qu'il y a des moments dans les réponses que moi je vois quand il donne, il ne parle pas du tout de profilage ou de choses comme ça, ou de préférence. Il répond à la problématique du terrain. Je vais donner une anecdote qui est importante et qui me semble essentielle, c'est que des fois, je vois des gens, par exemple sur les réseaux sociaux et tout, qui se déchirent ou qui passent des heures à discuter du profil d'un joueur. Ouais, mais lui, il a la hanche gauche dominante, il a l'oreille droite, il a l'œil, tout un tas de trucs. Mais la réalité, c'est que pour moi, c'est pas essentiel, son profil. C'est-à-dire que l'approche, par exemple, nous a permis d'identifier, comme on a vu Agüero, que lorsque le ballon vient avec un angle, il est en difficulté. Quelle que soit la raison, que ce soit à cause de l'oreille, de l'œil, du pied, on a une nouvelle grille de lecture parce que peut-être que ça, on ne l'avait pas vu avant. Et maintenant que ça, on l'a vu, on va pouvoir travailler ça. Alors, bien sûr, quand on a les outils et le profil, on va 3 fois plus vite. Mais, ceci dit, on a quand même vu quelque chose qu'on n'aurait pas vu avant. Et donc, des fois, de vouloir maîtriser, de vouloir savoir, c'est pas important. Et des fois, simplement de pouvoir percevoir quelque chose de nouveau grâce aux préférences, c'est déjà énorme, en fait. Et donc, c'est pour ça que je ne prends jamais part sur les réseaux au débat de oui, il est tel profil, Même si des fois, des joueurs, on parle de joueurs que j'ai eu entre les mains, que j'ai testé. Alors, bien sûr, je peux encore me tromper même en le testant. Il y a moins de chance quand même, mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de se servir de ça, comme je dis, à sa juste place. Et c'est un outil qui est surpuissant si on lui donne la place qu'il mérite. Mais elle n'est pas plus grande. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la place qu'il mérite, plus elle est petite et plus l'impact va être puissant. Et si on met ça au centre, on va tout mélanger. J'en suis persuadé. C'est important, hein, c'est vraiment important. C'est l'avantage d'avoir 15 ans d'expérience voilà, chez Axel, c'est justement d'avoir fait l'inverse peut-être au départ, comme tout le monde au départ, et après se rendre compte que justement, c'était peut-être pas la bonne solution et que la solution plus efficace, tout au moins, était justement de renverser le sens des échanges. Alors, j'avais pas vu, il y a eu 2 questions par écrit. J'ai vu Stéphane, je ne les avais pas vues. 2 questions par écrit. La première question, sur la base du profil, alors, est-ce qu'on peut, sur base du profil, peut-on déterminer sa meilleure façon de tirer un coup franc? Alors, j'ai envie de dire oui et non. J'ai envie de dire oui et non, parce que oui, en théorie. C'est-à-dire que quand on a un profil, normalement, on sait comment ça fonctionne, on sait comment ça marche. Mais non, j'ai envie de dire non parce que c'est le joueur qui sait. Et des fois, moi, j'ai eu des cas, j'ai un gardien de 36 ou 37 ans, parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2. On voit son profil et son profil indique qu'il devait frapper les sorties de but d'une certaine manière. Or, depuis toute sa carrière, il les a frappés d'une autre manière et c'est un des meilleurs jeux au pied de la Ligue 2. Donc, on ne change rien. Donc, c'est la meilleure manière de frapper les 6 mètres, c'est celle qui marche. Donc, c'est peut-être pas celle de son profil, mais elle marche. Par contre, le même spécifique, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y avait une féminine qui a participé, qui est internationale française.
à la même séance. Et elle, on a réussi à la faire progresser fortement sur son jeu au pied immédiatement parce que, justement, elle était parce qu'on a pu, grâce au profil, trouver un autre critère de réalisation et la faire briller, et la faire gagner une vraie distance. Donc, la vérité, elle se situe entre les deux. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas le bon mot d'ailleurs. La solution, elle se situe entre les deux. C'est-à-dire que le profil peut donner quand même de fortes indications, mais si ça marche et que c'est pas le profil, ben, ça marche quand même. On change pas ce qui marche, clairement. Donc, la réponse, c'est oui et non. Et après, ne voit-on jamais de gros ratés pour un joueur qui est dans sa préférence? Alors, la réponse pour moi, elle est non. La réponse, elle est non. Pour moi, il y a toujours une des préférences. Et par contre, ça ne veut pas dire que c'est toujours horizontal, vertical. Ça veut dire que c'est une des préférences. Mais par contre, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? J'en sais rien. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les erreurs qu'on voit en première ligue, est-ce que le fait que les joueurs commettent ces erreurs et moins de repères, ressentent moins bien leur corps, c'est pas la conséquence du confinement et qu'en réalité, la vraie cause des erreurs, c'est le confinement? Voilà. Dans tous les cas, ils ratent parce que le résultat, c'est qu'ils sont pas dans leur profil. Mais des fois, le fait de pas être dans son profil, c'est un résultat, c'est pas une cause. Je sais pas si c'est clair, mais c'est important c'est important de le préciser. C'est-à-dire que c'est comme une machine. Donc forcément, si on met le bon geste, ça marche. Et si on met pas le bon geste, ça marche pas. Par contre, la raison pour laquelle c'est pas le bon geste, des fois c'est la machine qui plante, et des fois c'est le contexte qui fait planter la machine. Ou des fois le corps, et c'est celle que je préfère, qui est la plus répandue, l'homme maîtrise moins la machine. Et du coup, il fait une fausse manip. Voilà, des fois, quand il y a un bouton qu'on ne connaît pas, on appuie sur un truc qui ne va pas et puis on fait une connerie. Ceux qui ne sont pas allés sur ordinateur, ça arrive. Mais pareil avec le corps humain. C'est leur outil de travail au footballeur. D'autres questions ou c'est bien? Ça vous suffit pour ce soir sur l'idée que le... Non? Moi, j'ai une petite question. Vas-y, Patrick. Parce que avec le temps, j'ai pas mal de difficultés dans le testing. Et puis, je me demandais, quand vous intervenez en club, est-ce que vous êtes plusieurs, un ou deux, pour faire le profilage, pas le testing? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des biais de profilage, j'ai l'impression. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Que ce soit, par exemple, un réflexe archaïque d'extension pour un terrien, par exemple. Ça, j'ai vu. Puis, c'est ce qui me dérangeait dans cette approche que j'adore. Hein, je suis assez passionné par ça. Mais des fois, j'arrivais de la peine à vraiment à déterminer ou à me dire, ah, voilà, j'ai affaire à un terrien, un aérien ou un associé, dissocié, etc. Et puis, là, c'est cette peur de se tromper. Enfin, après, comme vous l'avez dit, il ne faut pas mettre ça au centre. Je suis assez d'accord là-dessus. J'ai fait un peu les mêmes erreurs au début parce que j'étais passionné. Donc après, c'est tout un cursus avec le joueur, si on a le temps, s'il y a des structures qui sont adaptées pour, etc. Mais il y avait quand même parfois ces biais de profilage que j'ai aussi vécu au sein d'Action Types avec Bertrand qui testait des fois quelqu'un. Et puis après, même quand nous, durant le cours, on testait une personne, le copain d'à côté, il le teste, il n'a pas le même profil, puis des fois, ça me perturbait. Alors, est-ce que vous avez plus d'expérience, c'est clair, vous voyez plus de choses, vous avez peut-être l'œil aguerri, etc., dans les observables. Mais est-ce que maintenant, vous arrivez à bien, où il y a toujours un petit peu, des fois, ces difficultés? Enfin, comment vous les avez résolues, en fait? Ce qui est essentiel, et ce que Bertrand dit très bien, c'est que c'est au joueur de valider son profil. Ouais, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui mettons la personne dans le… Voilà. Alors après, l'autre piège aussi, c'est justement d'enfermer les gens dans un profil. En réalité, déjà, on devrait le faire dans deux. C'est une dynamique et c'est deux profils opposés. Et c'est plutôt le passage de l'un à l'autre qui est important d'ailleurs. Donc, c'est comment on va gérer, comment on va considérer la part de, par exemple, si on prend de marche par le bas ou marche par le haut, quelle part on va lui donner. Après, les biais, en effet, il y en a. En effet, il y en a. Même nous, ça a pu arriver. Maintenant, ce qui est certain, c'est que c'est beaucoup plus fiable, paradoxalement, quand on voit un joueur jouer. Aujourd'hui, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être sûr de ma réponse. Voilà, d'être sûr de ma réponse quand un joueur joue par rapport
par rapport parfois au test. Maintenant, il y a quand même une batterie de tests suffisamment grande et quelques astuces qui peuvent permettre un peu artificiellement, je l'accorde, de remettre le joueur dans sa grande boucle, dans sa préférence principale, pour quand même avoir des résultats qui sont fiables. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur, même si c'est pour ça qu'on fait toujours valider par le joueur, etc. Euh, donc, voilà, c'est vraiment important pour moi d'avoir ce recul, mais surtout de voir ce qui marche et d'observer les joueurs. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur ça? Non, l'idée, c'est de sûrement pas enfermer les gens dans un profil, vraiment. Et après, si un profil ne fonctionne pas, on change, quoi. Et après, il peut y avoir tout un tas de choses qui font qu'un profil, un profil, au niveau moteur, il changera pas, mais voilà. Ah si, c'est ça que je voulais dire. Nous aussi, le jeu qu'on a maintenant, c'est quand on a des rendez-vous avec des joueurs un peu connus, c'est avant de regarder une vidéo et de faire des pronostics, quoi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est à au moins 9 sur 10 de prédiction correcte. Au moins. Voilà. Il faut juste, c'est pareil, c'est une expérience et dans le profilage, voilà, c'est toujours de ne pas chercher, comme on dit, ça c'est la théorie, de ne pas chercher mais d'accueillir. Et comme tu ne connais pas le contexte interne et le contexte externe à ce moment-là, bah, le corps te donne du joueur, va te donner quelque chose. Mais voilà, après, c'est ce qui t'a donné à ce moment-là. Et ce qui te donne autre chose, c'est normal. Comme disait Damien, c'est dynamique, ça passe de l'un à l'autre. Donc, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. C'est pas, voilà, c'est juste être soi et je veux dire, comme quand du coaching au niveau mental, quand tu voilà, écoutes ce que la personne te dit, bah là, son corps te dit ça. Maintenant, tu ne connais pas le contexte interne, tu ne connais pas le contexte externe. Tu sais que de toute manière, ça bouge, que ça change. Même dans certains cas, le point mobile ou tout ça peut changer aussi. Donc, dans les profils 3 ou 4, si on va plus loin. Donc, voilà, donc faut pas rester. Voilà, c'est encore une fois, c'est juste une information. Et c'est normal voilà, qu'à un moment donné, il te donne ça et puis ça marche pas. Et puis, ça dépend du poste, ça dépend des choses, ça dépend. Il y a eu des choses qui tournaient sur Internet, là, sur Christophe Lemaitre, que moi j'ai vu directement. Bah, c'est vrai qu'il ne court pas dans son profil que moi j'ai testé. Mais bon, il est médaille de bronze aux Jeux Olympiques, 2 fois avec le relais à Londres, parce que les Jamaïcains ont été déclassés. Voilà, il a été champion d'Europe, il a été recordman d'Europe. Voilà, sur 100 mètres, tu peux exprimer. Le problème souvent, c'est que dans la petite boucle, comme on dit chez Action Tag, les gens ils disent ah c'est pas bien, c'est pas non, tu peux être très performant dedans. Le but, c'est d'être cohérent. C'est de ne pas dire à la personne, tiens, fais ça qui correspond à une chose et pas être cohérent de l'autre. Une fois que tu es cohérent, tu fais une proposition en sachant que ça bouge. Donc, tout ce qui ne bouge pas n'est pas humain. Donc, voilà. Donc, c'est juste prendre les choses, encore une fois, de se détacher et pas être à tout prix comme on est au début en disant quel profil il a, qu'est-ce qu'il a, mais là, il ne répond pas à la même chose, l'autre l'a fait. Enfin, voilà, tout ça. C'est normal, c'est de l'humain, donc ça bouge. Donc, voilà, et je pense que vis-à-vis du joueur, il faut aussi qu'on comprenne ça, qu'il peut être performant dans différentes choses. À un moment donné, il y a toujours quelque chose qui va ressortir. Et c'est ça qui est important. Sinon, c'est pour la confiance en soi aussi, dans ce que j'entendais, Patrice, ainsi de suite. C'est cette expérience-là qui fait que, quelque part, ce que tu reçois, tu ne te trompes pas, c'est ce qu'on te donne. Donc, voilà. Est-ce que c'est en fonction du contexte interne ou externe, tu ne sais pas, quoi. Donc, voilà, c'est juste faire attention juste à ça et pas être justement je ne vais pas dire un donneur de leçons en disant voilà une vérité ou quelque chose comme ça, parce que ça n'existe pas, quoi. Alors, c'est vrai que dans les formations ou dans les livres ou dans les choses, il faut être un petit peu comme ça en disant il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ou en marketing, comme on dit, il faut dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais la réalité du terrain n'est pas ce qu'il y a dans les livres et ce qu'il y a. Voilà. Encore une fois, la seule chose, c'est d'aider le joueur ou l'équipe, quoi. Voilà, après, c'est. Donc, J'ai d'autres questions. Voilà. Du coup, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions du coup alors d'autres formations sur les préférences motrices. La réponse est oui. Au sein de l'équipe Axel, on en a fait plusieurs, moi y compris, plusieurs autres et aussi j'ai envie d'élargir. Enfin, en tout cas pour ma part,
j'ai élargi aussi beaucoup le sujet, des choses qui sont en lien direct, mais qui sont pas forcément rentrées dans les bibliographies des diverses approches, mais qui complètent sur des neurosciences, sur mon bureau en ce moment, de la neuroscience comportementale, sur tout ce qui va être acquisition d'habiletés motrices en général, sur tout ce qui va être psychopédagogie, sur donc d'autres également le langage, c'est important, gestion de l'attention dans l'apprentissage, système d'apprentissage, système cérébral en particulier, des choses qui ne sont pas forcément dans la formation, mais qui viennent autour et qui complètent. Donc, on ne fait pas que appliquer de l'action type, même si il faut reconnaître que c'est le centre dans la partie préférence motrice et cérébrale, mais que l'idée c'est d'enrichir et constamment, et plus les jours passent et plus on l'enrichit au gré des lectures et diverses formations. Donc oui, on s'ouvre et on sait également comment travaillent d'autres personnes et les visions qu'elles ont aussi. C'est pour ça que j'insiste bien en disant que ce qui est essentiel, et c'est peut-être ce qui peut nous différencier d'autres personnes, c'est de vraiment partir du terrain et d'avoir une expertise de terrain au départ et de pouvoir résoudre peut-être des problèmes parfois sans utiliser les préférences. Je pense que c'est important de retenir ça. Après, pour la deuxième question par rapport à la formation des joueurs, alors la méconnaissance n'aura pas d'impact négatif. Maintenant, le joueur, dès tout petit, c'est-à-dire que dès qu'il fait de la motricité en U9, il travaille dans l'adaptation de son corps et la connaissance de son corps. Pourquoi des joueurs sont tout à fait coordonnés à 8, 9, 10 ans et parfois en U13, ou enfin U14, souvent U14, U15, il va prendre 20 cm en 2 ans et là, on le remet dans les mêmes cerceaux, etc. Il n'y arrive plus parce que son corps, il a pris 20 cm, il maîtrise plus son corps. Donc, l'idée, c'est toujours d'avoir un rapport de connaissance du corps et de connaissance du fonctionnement du corps. Donc, ce ne sera pas négatif de ne pas le connaître. Par contre, il est certain que ce sera un gain de temps énorme de pouvoir guider le joueur sur ses préférences pour le mettre en réussite, sachant qu'il ne s'agit pas de travailler exclusivement sur ses forces, sinon, enfin, sur ses préférences ou sur ses forces, parce que sinon, on va développer un joueur qui est incomplet et ce n'est pas l'objectif. Après, l'essentiel, c'est pareil, c'est de bien comprendre que les préférences, c'est enfin, c'est presque une excuse, je dis en rigolant. En tout cas, c'est un argument pour pouvoir demander encore plus aux joueurs. Parce que comme on va être encore plus adapté dans nos consignes, on peut être encore plus exigeant et donc monter le niveau d'exigence encore plus. La finalité, c'est que quel que soit le profil du joueur, terrien, aérien, hanche gauche, hanche droite, épaule gauche, enfin, ce qu'on veut, l'essentiel, c'est que si pour jouer à tel niveau, il faut être capable de faire une passe à telle vitesse, dans tel espace, le joueur doit être capable de le faire. Et après, la préférence, c'est un outil pour qu'il y arrive. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Après, juste revenir, Damien, sur les formations. Effectivement, les formations, moi j'en fais 2 demain, enfin 2 jours demain, et puis le golf lundi, mardi, une formation golf. On parle de plein d'autres choses parce que l'objectif des gens qui viennent en formation, c'est quand ils repartent avec des outils concrets sur le terrain. Et il y a des outils forcément action type, de préférence motrice, mais il y a aussi plein d'autres outils qui puissent s'en servir. Parce que c'est vrai que si on leur donne toutes les informations qu'on connaît et après on arrive sur le terrain avec toutes les informations, je ne sais pas comment l'utiliser, ça devient plus compliqué. Donc c'est pour ça que les formations qu'on fait chez Axel, quel que soit le type de formation, c'est que ça soit des choses qui sont construites sur des choses qui sont très pragmatiques. Et puis pour compléter ce que disait Damien, si mardi soir vous écoutez ce que je fais sur le golf, on va beaucoup parler justement peu de golf, mais plus d'entraînement. Et donc, c'est de l'entraînement d'une manière générale, bien sûr appliqué au golf, mais qu'on peut faire, et ce que fait Damien aussi dans le foot, cet entraînement différentiel ou de voir justement les choses, où justement, le problème actuellement des préférences motrices, c'est que souvent, les gens qui l'utilisent veulent mettre de la stabilité dans le profil, alors qu'il faut de la fluidité dans le profil. Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'il faut justement, comme le dit Damien, il faut que ça bouge, quoi. Et le problème, c'est on dit, tiens, il est terrien ou il est aérien, tiens, il faut faire ça, ça, ça. Et on veut que ça soit stable dans le profil, alors que ça n'existe pas. Donc, c'est là où c'est vraiment important dans l'entraînement, justement, de varier les entraînements et peut-être d'aller justement des fois à l'opposé du profil en fonction de ça, pour justement trouver cette fluidité. Et quel que ce soit dans le foot ou dans tous les autres sports, l'objectif, c'est que l'athlète soit plus fluide et puisse avoir accès à toutes ses ressources, grande boucle, petite boucle, mais accès à toutes ses ressources. Et pas mettre de la constance dans un profil comme malheureusement on peut voir
sur le terrain. Et ce qui bloque en fait la personne, parce qu'à un moment donné, quand elle change, ben, c'est plus, elle a plus toutes ses ressources. Donc l'important, c'est de donner toutes les ressources à la personne, que ce soit le profil numéro 1, le 2, le 3 ou le 4, enfin, voilà, qu'elle puisse utiliser toutes ses ressources en fonction du contexte, encore une fois, un contexte interne ou contexte externe. D'autres questions? D'autres questions? Non, c'est... Je vois qu'il est 9h10, on avait dit qu'on essaie de faire un petit peu moins d'une heure. On ne va pas trop vous prendre. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous remercie. Merci beaucoup Damien pour le temps que tu as passé à tout ça, pour tout ce que tu peux faire. S'il y a des choses très intéressantes dimanche à 19h avec Xavier sur le rugby, j'ai vu sa présentation. Il y a plein de choses qu'on peut reprendre aussi dans le foot d'ailleurs, sur pas mal de choses. Enfin, vous verrez, je ne vais pas le dire. Moi, je serai avec vous mardi à 21h, si ça vous intéresse, donc plus sur les côtés entraînement. Et Marion terminera vendredi sur le basket et l'utilisation qu'elle fait, elle, quand elle entraîne avec des personnes dans le basket. Toujours dans la même optique d'être le plus concret possible et partager ce que l'on fait sur le terrain. Damien, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, non, mais merci. Après, peut-être, je vais conclure, je me suis inspiré, je vais conclure que le fait qu'il n'y ait pas de, enfin, la science, elle est faite, enfin, il y a pas de vérité, et même la science, c'est pas forcément une vérité, quoi. Et c'est-à-dire que il était scientifiquement prouvé que la Terre était plate, et il était scientifiquement prouvé que le Soleil tournait autour de la Terre. Et en réalité, aujourd'hui, des fois, je trouve qu'il y a des débats ou des combats d'idées qui sont pas forcément sains et qui parfois en plus sont pas antinomiques. Et je pense que la vérité, elle se trouve toujours quelque part au milieu. Et si je prends l'exemple, par exemple, de la hanche motrice, j'ai lu au moins trois, voire quatre théories différentes, avec des gens qui sont en désaccord plus ou moins total. Et pourtant, si on additionne les trois, ça fonctionne parce que les trois parlent pas de la même chose. Mais voilà, donc c'est-à-dire que parfois la vérité elle se trouve au milieu et que tout comme les profils, des fois la vérité elle n'est pas non plus enfermée dans une case. Donc voilà, l'état de la science aujourd'hui, c'est je pense surtout un repère et l'état des connaissances en général qu'on a, c'est surtout un repère, mais que la vérité, si je l'avais, je ne serais pas là et si quelqu'un, si tout le monde, si quelqu'un l'avait, ça se serait. Mais en tout cas, c'est d'essayer de partager des convictions qu'on peut avoir à un moment donné pour qu'on puisse tous avancer. Voilà le mot que j'avais envie de partager pour la fin et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée puis je vous remercie pour votre participation. Merci, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.